17 mai 1997, 17 mai 2023, 26 ans depuis la fin du pouvoir de Joseph Désiré Mobutu et l'entrée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, conduite par Laurent Désiré Kabila. Les Congolais se souviennent toujours de cette journée. Alors que certains leaders de l'opposition ont reprogrammé leur marche pour dénoncer la vie chère et l'insécurité, ce samedi 20 mai, les jeunes de l'UDPS aussi vont marcher pour la paix ce même jour. Des activités qui risquent de tourner un affrontement entre les deux camps, déplorent certains observateurs. Football, c'est ce soir que sera connu l'adversaire de l'Inter de Milan en finale de l'UEFA, à l'issue de la demi-finale retour entre Manchester City et le Real de Madrid. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame et messieurs, merci de nous rejoindre. À 17 mai 1997, date commémorative de l'arrivée au pouvoir de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération qui venait à bout du régime autoritaire de Mobutu Sese Seko. 26 ans après, les Congolais ont gardé beaucoup de bons souvenirs de Laurent Désiré Kabila, appelé affectueusement Mouzé. Retour historique de cette entrée avec Jean-David Kilolo. Philosophie politique d'autoprise en charge à travers la création du service national afin de lutter contre le chômage des jeunes, les réserves stratégiques nationales pour lutter contre la pénurie et la spéculation au pays. Laurent Désiré Kabila, je dirais, c'est une des étoiles filantes. C'est une icône de la libération du peuple congolais, à l'instar de Moïse pour les Israélites dans la Bible. Un peuple sans nationalisme est un peuple sans histoire et il ne peut donc pas espérer en l'avenir. La création du franc congolais qui avait de la valeur et la mise en place du comité de pouvoir populaire CPP, avec comme objectif de favoriser la démocratie à la base et la grande philosophie de se prendre en charge pour développer les pays et lutter contre le néocolonialisme. Pour certains observateurs, l'idéologie de l'AFDEL plane toujours jusqu'aujourd'hui sur toutes les institutions du pays, car cette même idéologie a été reprise par Joseph Kabila Kabange et c'est là pendant plus de 18 ans. Il a amené le pays vers les élections avec une passation civilisée de pouvoir et Joseph Kabila Kabange a tout fait pour que le Congo soit remis sous les bons rails. Et cela en payant les dettes étrangères et réhabilitant certaines infrastructures du pays, en faisant en sorte que tous les services nationaux ainsi que toutes les institutions fonctionnent normalement, en améliorant l'armée congolaise qui a été une armée structurée, ce qui a facilité la tâche aux actuels dirigeants de 2023. Les acquis de Laurent Désiré Kabila continuent à être pérennisés. Le problème, ce sont les acteurs qui doivent comprendre le combat de M. Laurent Désiré Kabila. Et les Congolais reconnaissent les combats de M. Laurent Désiré Kabila après 26 ans de l'entrée de l'AFDL. Nos reporters ont approché certains anciens Kadogo ou soldats et compagnons de Mzé. Ces derniers ont rappelé les combats et l'importance de cette date consacrant la libération de la République démocratique du Congo. Suivez ces propos recueillis par Nathan Diamouete. Le 17, vraiment, c'est une journée inoubliable, gravée dans les mémoires de tous les Congolais qui connaissent que Laurent Désiré Kabila, notre héros national, était le soldat du peuple et il était pour le peuple. C'est ce que nous reconnaissons même au président Félix Tshisekedi d'avoir honoré le SNL, c'est ce qu'on appelle le service national de Kanyamaka CC, l'œuvre de M. Laurent Kabila, où tous ceux qu'on croyait que des Kounas sont des vrais bâtisseurs, des constructeurs et beaucoup de choses, c'était un avenir pour le Congo, c'était un laboratoire pour la crème de l'édification de notre pays. 26 ans déjà de libération. Bien sûr, on n'a pas appliqué tout à la loupe, mais il y a les acquis. Nous sommes déjà en démocratie parce qu'on voulait que notre pays soit démocratisé. M. Laurent Désiré Kabila, en venant avec cette libération, il voulait libérer le Congo de la dictature sanguinaire et aussi d'un pouvoir néocolonialiste. Et c'est comme ça que Mouzé aujourd'hui il est missionnaire contre le néocolonialisme, contrairement à son maître Lumumba. Lui, il a libéré le Congo de la colonisation. La colonisation, là, on voit la domination directe du Congo par l'impérialisme occidental. Mais le néocolonialisme, c'est que l'impérialisme occidental utilise
les propres fils, c'est-à-dire les Congolais, pour son compte. Plus qu'un simple lieu de négoce, les marchés de la liberté, pensés de Laurent Désiré Kabila, est tout un symbole dans la ville de Kinshasa. Il a été érigé en quelque sorte comme une récompense après la bravoure manifestée par la population de la partie est de la capitale lorsque le pays a été agressé par son Vendée rwandais. Christopher Ochokoum revient sur cette partie de l'histoire glorieuse de notre pays. Il était une fois le marché de la liberté, depuis rebaptisé marché Laurent Désiré Kabila. L'on se souviendra de cette œuvre comme une des plus historiques de la gouvernance du troisième président de la République démocratique du Congo. Nationaliste né, Mzee Laurent Désiré Kabila fait face à une sérieuse déstabilisation de la part de ses alliés d'autrefois, avec qui il s'est senti obligé de se séparer pour ne pas trahir le Congo, comme il le répétait souvent. Seulement, nous sommes à peine à quelques mois de sa prise de pouvoir, après avoir défait l'armée du maréchal Mobutu, laissant quelque peu le pays aux abois sur le plan sécuritaire. Lorsque les anciens alliés, rwandais ou ougandais principalement, font semblant de quitter le pays après les désaccords, ils s'organisent pour monter une nouvelle rébellion avec objectif de renverser le nouveau président de la République qui a visiblement refusé de servir leurs intérêts. Les combats se rapprochent de Kinshasa à l'époque et contraint le président de la République ainsi que son gouvernement à se replier momentanément dans le sud du pays, à Lubumbashi. Alors que tout le monde pensait que Kinshasa allait capituler après le sabotage des infrastructures comme Inga par les rebelles, un événement historique et qui fera date se déroule en pleine rue dans cette partie est de la capitale. Les Kinois du district de Tchangu capturent à main nue les rebelles qu'ils aperçoivent le long du boulevard Lumumba. Sans craindre leurs armes, ils vont jusqu'à brûler vifs certains rebelles pour ne pas laisser le pays aux mains des ennemis, comme Laurent Désiré Kabila les présentait. Des scènes qui ont ensuite fait le tour du monde et dissuadé l'agresseur qui a dû rebrousser chemin. À son retour à Kinshasa, le Mzee salua la bravoure de la population et posera des actions en leur faveur, telles que la gratuité des frais d'électricité et d'eau pendant une bonne période avant d'ériger le marché de la liberté, devenu après sa mort marché Laurent Désiré Kabila. En hommage à Mzee toujours, quelques Kinois rencontrés au marché de la liberté situé dans la commune de Massina ont témoigné leur reconnaissance et amour à l'endroit de feu Laurent Désiré Kabila. Il les qualifie en effet d'un véritable libérateur, soldat du peuple. Héritier Tamboa a sélectionné leur réaction. C'est un jour de joie qui incarne la libération du peuple congolais après plus de 3 décennies de dictature. Nous sommes dans la joie en tout cas. Nous sommes très reconnaissants de cet héritage. Merci à Mzee d'avoir pensé à nous. Érigeons ces marchés en termes de reconnaissance de notre lutte en cette même date à l'an 1997. Qu'il repose en paix là où il est. Son entrée était un ouf de soulagement. Il était venu libérer le peuple congolais de la dictature de l'époque. En son règne, tout était normal. Il avait sans doute donné de l'espoir aux Congolais et donné un nouveau souffle de vie. On avait constaté un changement total quand Mzee libérait le pays de la main de Mobutu. Merci à Mzee pour cet édifice qui permet aujourd'hui aux habitants de cette contrée d'exercer leurs activités de commerce. Nous n'oublierons jamais cet héritage de la part de Mzee. Les Congolais se souviennent de l'exploit des Simba à la CAN 1998 où ils ont remonté 4 buts dans un espace de 4 minutes face au Burkina Faso et terminé en 3e position. Une médaille de bronze qui a été célébrée au goût d'une coupe sous le règne de Laurent Désiré Kabila. Un rappel historique avec Christian Boukaya. C'était le 22 février 1998 que les Simba de l'époque, aujourd'hui Léopard, ont créé de la sensation au stade du 4 août du Burkina Faso en remontant 3 buts dans un espace de 4 minutes face aux étalons. Burkina Faso, 4-1, oui, pardon, pour le Burkina Faso. Après ce dernier but inscrit. Mené 4-1 jusqu'à la 85e minute, les Simba vont renverser la vapeur à 4 minutes de la fin du temps réglementaire en marquant coup sur coup par l'entremise de Jean Kassongo Banza, Gériton Deloua et Lokenge Mungongo. Tous dans la surface de réparation à tête. L'égalisation à 4 partout. Ils l'ont fait. C'est phénoménal. Il va y avoir des prolongations.
À la séance des tirs au but, les Simba seront très réalistes que les étalons et vont réussir 4 tirs contre 1 pour le Burkina Faso. L'un des artisans majeurs de ces succès s'appelle Marcel Mayala. E il gol del 4-1, Congo irraggiungibile e Congo che recupera incredibilmente, guardate le scene di giubilo. De retour au pays avec la médaille de bronze, les Simba seront ovationnés par le public congolais sous le règne de Laurent Désiré Kabila, une année seulement après sa prise de pouvoir. Terzo posto, Congo sulla terza piazza. Troisième jour ce mercredi 17 mai de Ville Morte à Béni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Ces journées Ville Morte ont été lancées à l'initiative de la société civile, du Conseil urbain de la jeunesse et des mouvements citoyens pour dénoncer l'insécurité grandissante dans cette partie du pays. Les effets se font déjà ressentir sur le quotidien de la population habituée à vivre au jour le jour. Dans la ville de Béni, au Nord Kivu, les boutiques, magasins, stations-service, le banque, le supermarché et autres commerces n'ont pas ouvert leurs portes ce mardi. Ils ont respecté les mots d'ordre des organisations de la société civile qui ont décrété 5 journées de villes mortes pour protester contre l'insécurité. Au deuxième jour de ces mouvements, les habitants de Béni en ressentent déjà les effets sur leur quotidien, d'autant plus qu'ils doivent travailler pour trouver de quoi manger. Ces 2 journées de grève ne m'ont servi à rien. En temps normal, je quitte ici le matin pour Butembo et je rentre. Ça me permet de gagner quelque chose. Mais depuis le début de la grève, c'est devenu compliqué. Augustin Sabouni est boucher à Béni, la ville morte, a des répercussions sur son activité. Il craint que sa viande pourrisse. Puisque la ville tourne au ralenti, il en appelle à l'implication des autorités pour mettre fin à l'insécurité. Cette grève se répercute sur mon travail. Mon travail ne marche pas. La viande pourrit. La vie de mes enfants, n'en parlons même pas, car nous mangeons actuellement au taux du jour. Avec ces plaintes de la population, reste à savoir si les 5 journées de la ville morte seront entièrement respectées selon les mots d'ordre des organisations qui ont lancé ces mouvements. L'autre impact négatif, c'est la situation socio-économique de la ville de Béni. Revenons à Kinshasa, la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social a saisi hier, mardi, le gouverneur de la ville de Kinshasa pour l'informer d'une marche de paix ce samedi 20 mai dans la capitale. Date prévue aussi pour la marche de l'opposition, ce qui présage un affrontement entre les deux camps. On va suivre ce récit signé Nathalie Yoko. Affrontement majorité-opposition ce samedi dans les rues de Kinshasa, l'opinion s'interroge au regard des différentes marches y prévues. Après l'équateur de l'opposition, Fayolo, Matata, Katumbi et Sesanga, le jeune de l'UDPS et le parti Autre Vision du Congo, alliés de l'Union Sacrée, ont également saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa pour l'organisation d'une grande marche de paix en cette même date. Pourquoi seulement le 20 mai ? En tout cas, c'est loin d'être une simple coïncidence. La marche de l'opposition intervient après son annulation, le 13 mai dernier, par l'autorité de la capitale pour cause d'insécurité. Après sa reprogrammation, les partis politiques au pouvoir s'invitent aussi. Ce qui est légal, conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2 de la Constitution. La majorité veut, à travers sa marche, soutenir le chef de l'État, les fondations de front, les processus électoraux en cours et les institutions de la République. Alors que l'opposition entend protester contre la vie chère, les élections chaotiques et l'insécurité au pays. D'aucuns se demandent si ce ne serait pas un sabotage de la majorité pour casser l'élan de l'opposition. Et la ville va-t-elle assurer suffisamment la sécurité des Kinois avec la rencontre de ces deux camps opposés dans la rue après avoir annoncé la présence des assaillants munis d'armes blanches dans la capitale? Les Congolais déplorent tout de même le mode opératoire de l'actuel régime au pouvoir, tant décrié dans les temps par Félix-Antoine Tshisekedi, opposant à l'époque. Ces Congolais souhaitent au plus haut point la paix et la tranquillité des Kinois ce samedi 20 mai.
Le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba a échangé avec Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis en RDC. Ils ont échangé sur l'actualité sécuritaire de la République démocratique du Congo et l'engagement des USA dans la recherche de la solution. En outre, ils ont parlé du départ des troupes rwandaises au sol congolais et le retrait du M23 jusqu'au point de respecter les accords de Nairobi et de Luanda sans entrer dans les détails du prochain déploiement de la force de l'Afrique australe dans l'est du pays. Ce dernier a insisté sur la coordination des efforts sur le terrain. Et de son côté, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Mbusa Nyamwisi s'est entretenu aussi avec l'ambassadeur des USA accrédité en RDC sur les questions sécuritaires. Dès son retour à Kinshasa, juste après son périple africain, le ministre d'État Antipas Mbusa Nyamwisi a échangé avec l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucie Tamlin. Une visite de courtoisie qui a ouvert une brèche sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo avec le déploiement dans les prochains jours de la force de la SADC. Pour la communauté de développement de l'Afrique australe, cette force constitue une efficiente réponse régionale pour soutenir la République démocratique du Congo dans ses efforts de restauration de la paix. L'ambassadrice des États-Unis en RDC s'est en effet interrogée sur la coordination de toutes ces forces qui interviennent dans la partie est de la RDC ainsi que sur le départ de la force régionale du territoire congolais. La diplomate américaine a préconisé la poursuite du processus de Luanda dont la feuille de route apporte une voie de sortie à la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agissait d'une visite de courtoisie, d'avoir l'opportunité de rendre visite à son Excellence, le ministre de l'intégration régionale, de savoir plus par rapport à la tâche importante qu'il mène pour l'intégration régionale et aussi pour souligner l'importance que nous attachons aussi à l'intégration régionale. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, pour sa part, a rassuré que la République démocratique du Congo est déterminée à accélérer certaines réformes et tient à maintenir un climat de convivialité avec ses voisins, d'où sa participation à toutes les organisations régionales. La création d'un nouveau fonds social pour la RDC il y a quelques jours par le président Félix Tshisekedi s'avère à l'origine de la suspension des financements de projets dans plusieurs provinces du pays par la Banque mondiale. La Banque mondiale a dit interrompre le financement de projets humanitaires et de développement en République démocratique du Congo d'une valeur totale d'1 milliard de dollars américains en raison de la dissolution par le président Félix Tshisekedi du Fonds social pour la RDC et de création d'un autre fonds du même nom. De discussions sont en cours entre l'institution internationale et les autorités en vue de trouver des mesures transitoires, mais les conséquences s'y font déjà sentir sur les terrains. Le 4 mai, le président Tshisekedi a dissous les fonds sociaux pour la RDC par ordonnance et en créé une autre en raison de l'évolution du cadre juridique régissant les établissements publics et les impératifs des fonctionnements et d'efficacité selon le texte. Le 12 mai, dans une lettre adressée au ministre des Finances, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, Albert Zuyfock, a dit regretter l'absence d'un échange préalable avant la dissolution du Fonds social pour la RDC et la création d'une nouvelle institution pour la remplacer, ce qui n'est pas conforme aux accords légaux concernant les modalités de mise en œuvre de ces projets. Il a également précisé que plus de 600 millions de personnes allaient être affectées par les conséquences de cette décision. Il a par ailleurs rappelé que 91 millions de dollars sur les 1 milliard prévus étaient injustifiés à ce jour ou décaissés mais pas documentés. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a présidé la cérémonie de présentation et de lancement de la plateforme de mobilisation et maximisation de recettes de la capitale. Cette plateforme mise en place par la société ODEV vise à assainir les finances de la ville. Il s'agit d'une passerelle intelligente qui s'avère utile en vue de raccorder les différentes plateformes que pourraient proposer tous les partenaires de la ville de Kinshasa. Après la présentation de cet outil par les techniciens, le ministre provincial des Finances, Félicien Koulouta,
a d'abord rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir doté le pays du code numérique, puis au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, qui, grâce à son leadership éclairé, fait du numérique le levier de gestion dans tous les domaines de sa juridiction, particulièrement dans la recherche de voies et moyens pour l'optimisation de recettes de la ville. Il a été convenu et arrêté de mettre en place des modalités pratiques pouvant orienter la ville de Kinshasa vers l'automatisation des procédures de collecte des recettes et la digitalisation des paiements en respectant les 4 étapes de la chaîne des recettes. Après avoir suivi toutes les présentations, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a autorisé l'utilisation de l'outil présenté par AUDV. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout vérifier, de tout planifier, de tout régler aussi au niveau des différentes banques de la capitale. Félicien Koulouta a insisté sur le fait que la société AUDV devrait veiller à ce que les matériels livrés soient conformes à la réglementation et à la bonne pratique reconnue au secteur du numérique. Après la stabilisation de la situation sécuritaire dans plusieurs coins de l'Ituri, la reconstruction de cette province s'avère indispensable pour avancer dans une nouvelle direction du changement prôné par le chef de l'État. Cette nouvelle perspective appelle à l'implication de toutes les communautés ituriennes, déclaration faite par le gouverneur de l'Ituri. Les violences orchestrées par les groupes armés locaux et étrangers pendant plus de 2 décennies en Ituri n'a pas causé que de pertes en vies humaines. La destruction dévastatrice des infrastructures socio-économiques et administratives figure parmi les mauvais souvenirs de la guerre en Ituri. La reconstruction de ces infrastructures socio-économiques de base ainsi que celle des routes constitue un défi majeur auquel fait face l'administration militaire dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. La phase de la stabilisation et développement entamée nécessite l'apport de tous les Ituriens, insiste le gouverneur militaire de l'Ituri. Le clou que le chef de l'État est en train d'enfoncer, c'est nous allons arriver à la stabilisation et puis le développement. Et l'Ituri mérite ça. Nous avons tout. Le chef de l'État veut et il insiste que l'Ituri profite des projets qu'il a. Le développement, tout le monde vient avec les moyens. Nos partenaires viennent avec les moyens. Le gouvernement congolais vient avec les moyens. Il ne reste plus que le peuple, les communautés. Pour ce faire, les populations doivent retourner dans les zones déjà conquises par le FARDC en vue de la relance des activités socio-économiques, un facteur clé du développement. On ne déplacera jamais une communauté d'ici. Toutes les communautés sont obligées de vivre ensemble. Vous avez entendu les messages de nos partenaires. C'est vrai, ils veulent nous aider. Mais ils sont limités. Ce que nous souhaitons avec ces populations que nous allons sécuriser, c'est que ces populations retournent dans leur milieu. Notons que plusieurs projets ont vu jour en cette période de l'état de siège en Ituri, notamment la rénovation du gouvernorat et celle de la mairie de Bunia, la construction du marché central de Bunia, l'asphaltage de plus de 20 km de la voirie urbaine de Bunia, la construction du bureau administratif d'Irumu incendié par la milice Chinyakilima avant l'état de siège, la réouverture et la réhabilitation de plusieurs kilomètres sur la RN4 et RN27, des indicateurs du changement tant voulu par le président de la République. Dans le reste de l'actualité, l'ex-président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce mercredi 17 mai en appel à Paris à 3 ans de prison, dont un an ferme à exécuter sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. 2 ans après une condamnation sans précédent en première instance, la Cour d'appel de Paris a condamné à 3 ans de prison, dont un an ferme, l'ancien président français Nicolas Sarkozy dans le cadre de l'affaire dite des écoutes liée au financement de sa campagne victorieuse pour l'élection présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy pourra effectuer la peine de prison ferme à son domicile, équipé d'un bracelet électronique. Ses droits civiques sont supprimés pour une durée de 3 ans, une durée pendant laquelle il sera inéligible. Assis sur le banc de prévenus, la mâchoire serrée, Nicolas Sarkozy était présent pour entendre l'arrêt de la Cour d'appel. Une décision qualifiée de stupéfiante, inique et injuste par son avocate, Maître Jacqueline Lafont. L'ancien chef d'État ne s'est pas exprimé à la sortie du palais de justice. De ces faits, cette décision marque une étape sans précédent dans l'histoire politique de la France, faisant de Nicolas Sarkozy le premier président français à être condamné à une peine de prison ferme.
Au Nigeria, la chef et influenceuse Hilda Bassi a battu le record du monde de la personne ayant cuisiné le plus longtemps. La cuisinière nigériane a atteint le 100 heures. Le précédent record inscrit au Guinness Book était de 87h47 minutes. Plus d'une centaine de repas, près de 3000 portions servies, 100 heures et 40 minutes plus tard, la chef nigériane Hilda Bassi a établi le nouveau record mondial Guinness du plus long marathon culinaire individuel. Hilda a commencé à cuisiner depuis jeudi dernier et a entrepris de battre le record mondial de 87 heures et 45 minutes établi en 2019 par l'indienne Lata Tondon. À 15h lundi, la chef avait cuisiné pendant plus de 97 heures dans la zone de Lekki à Lagos, devenant ainsi une sensation nationale dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Cet exploit, qui n'a pas encore été officiellement reconnu par le Guinness World Record, a été motivé selon Hilda par une volonté de montrer à quel point les jeunes Nigérians sont travailleurs et déterminés, mais aussi celle de faire campagne pour les jeunes africaines qui sont mises à l'écart dans la société. Bien que le mouvement ait démarré lentement jeudi, Hilda est devenue une sensation virale grâce à une vague massive de soutien de la part de Nigérians. Des milliers d'habitants et des célébrités dont Tiwa Savage, Burna Boy et Wizkid l'ont encouragé tout au long de son périple, pour la plupart via les plateformes de streaming. Des marques telles que Vesti, Zaron Cosmetics et bien d'autres ont également apporté leur soutien après qu'elle a battu le record. Le président Muhammadu Buhari a déclaré sur Twitter ce lundi comme un grand jour pour le Nigeria. En sport, Manchester City et le Real Madrid s'affrontent ce soir pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des champions européenne à Etihad Stadium. Le vainqueur de ce match va rejoindre l'Inter Milan qui a éjecté de la course son éternel rival le Milan AC. Le condensé de ce match avec Christian Boukaya. Malgré son pressing haut, le Milan AC ne va pas trouver le chemin des filets et l'Inter va se réveiller à la 14e minute de jeu sur cette frappe de Barella contrée par Mike Maignan. En bas Etihad Stadium, le suspense sera total pour ce match puisqu'à l'aller au Santiago Bernabéu, les deux clubs se sont quittés à force égale, soit sur la note d'un but partout. En loisir, le FC Télé 50, votre équipe affronte ce mercredi les FC Classe dans un terrain de la place. Les joueurs de Télé 50 sont hyper montés et promettent de déclasser le FC Classe. On écoute les réactions d'avant-match. La préparation, c'est tous les jours parce que déjà, le FC Classe est une équipe bien structurée. On n'a absolument pas peur de la récréation de tout à l'heure parce que ce sera une véritable promenade de santé. On va infliger une bonne leçon FC Télé 50. Être sportif ne suffit pas parce que je sais que Jean-Marie Kassamba est un sportif certes, mais il faut avoir beaucoup de stratégies sur le terrain. Moi-même, j'essaierai au marquage sur Jean-Marie Kassamba, donc il ne pourra rien faire. Vous oubliez Bellarmin Katalaï. Bellarmin Katalaï et Jacob Simbi, j'ai vu qu'ils vont faire la charnière de l'équipe, ce sera catastrophique. Un match dont nous serons victorieux ce soir. Oui. Je joue 4. Alors, j'ai fait les entraînements ces derniers temps. Il fallait me prendre au niveau de mon bureau. Tu devais voir déjà mes bottines. Ouais. Et alors, Katalaï a tenté d'arracher mon numéro. Je ne le tolère pas. Alors, ce soir, comptez sur les 4 qui va défendre ces matchs là-bas. Meneur de jeu, Jean-David Kilolo. Comment s'annonce déjà le match de tout à l'heure? Oui, c'est un match très chaud. Vraiment, je vous invite à être là parce que venez assister à mes 2 buts. Parce qu'il y a déjà 2 buts. Ouais. Des buts. Place au rappel des titres à présent. 17 mai 1997, 17 mai 2023, 26 ans depuis la fin du pouvoir de Joseph Désiré Mobutu et l'entrée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo conduite par Laurent Désiré Kabila. Les Congolais se souviennent toujours de cette journée. Alors que certains leaders de l'opposition ont reprogrammé leur marche pour dénoncer la vie chère et l'insécurité ce samedi 20 mai, les jeunes de l'UDPS aussi vont marcher pour la paix ce même jour. Des activités qui risquent de tourner à un affrontement entre les deux camps, déplorent certains observateurs. Football, c'est ce soir que sera connu l'adversaire de l'Inter de Milan en finale de l'UEFA à l'issue de la demi-finale retour entre Manchester City et le Real Madrid.
Ne quittez pas vos sièges, dans un instant, c'est la revue de presse. Avec Christian Kalonji qui m'est rejoint de l'autre côté du plateau, nous allons fêter quelques journaux parus ce mercredi. Bienvenue à vous. Merci Bédrine, merci à tous ceux qui nous regardent depuis Tripoli grâce à Télé 50. Et on commence avec la commémoration, c'est 17 mai, du 26e anniversaire de l'entrée de l'AFDL. Vous l'avez constaté certainement, comme moi, Bédrine, les rues sont désertes, justement parce que nous commémorons aujourd'hui le grand travail fait par Laurent Désiré Kabila, qui avait réussi à pouvoir mettre fin à la dictature du maréchal Mobutu qui avait duré plus de deux décennies. 32 ans exactement. Le sujet intéresse donc plusieurs médias, à l'instar de Objectif.cd, comme vous le voyez, qui rappelle qu'arrivé au pouvoir par coup d'État en 1965, Bédrine Joseph Désiré Mobutu est resté 32 ans à la tête de la République du Zaïre. Il a donc régné dans un pays aux richesses minières fabuleuses. 17 mai 1997, 17 mai 2023, 26 ans depuis la fin du pouvoir de Joseph Désiré Mobutu, ce média renchérit en précisant que ce 17 mai, c'est aussi l'anniversaire donc de l'arrivée au pouvoir de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, conduite par Laurent Désiré Kabila et appuyée par les troupes rwandaises et ougandaises, Bédrine. Un événement qui avait donc suscité émotion et enthousiasme puisqu'à l'arrivée des Kadogo, surnom donné aux enfants soldats de l'AFDL ainsi que les militaires rwandais et ougandais à Kinshasa, les Kinois étaient remplis de joie, une joie qui s'est donc manifestée par des acclamations frénétiques, Bédrine. Vous connaissez très bien l'histoire. Un sujet qui a également intéressé Télé50.cd qui rapporte que Laurent Désiré Kabila venait donc ce jour-là de libérer le Zaïre de la dictature du maréchal Mobutu qui a passé 32 ans de règne sans partage. Ces jours-là, Bédrine, pour la petite histoire, les militaires zaïrois sans chef se rendent pour la plupart pacifiquement, empilent leurs armes et se font enregistrer par l'AFDL. La division spéciale présidentielle DSP abandonne à son tour le camp Tchiachi le même 17 sans combattre, assassiné malheureusement, Bédrine, en 2001. M. Laurent Désiré Kabila a su dire non à l'impérialisme occidental. Il a donc laissé un testament, ne jamais trahir le Congo. Oui, Christian, on termine avec la guerre au Soudan. La problématique de l'aide humanitaire se pose avec acuité. Évidemment, vous le savez, le pays est déchiré depuis plusieurs semaines maintenant. Eh bien, les Nations Unies estiment à plus de 3 milliards de dollars, Bédrine, les besoins en aide humanitaire et pour les réfugiés du Soudan où la crise humanitaire a été encore aggravée par des violents combats depuis la mi-avril. Pointe à Radio France Internationale, comme vous le voyez, pour la seule aide humanitaire, l'ONU indique avoir besoin de 2,6 milliards de dollars selon ses estimations à réviser, là où l'organisation en demandé 1,75 milliard en décembre 2022 pour les réfugiés qui ont fui les combats. L'ONU demande 470,4 millions de dollars. L'observateur qui titre sa une, 25 millions des personnes ont besoin d'aide humanitaire, nous fait savoir que ces fonds, Bédrine, devraient donc permettre aux agences en charge de l'aide humanitaire de traiter les quelques 18 millions de personnes les plus vulnérables dans le pays, selon le responsable des affaires humanitaires à l'ONU. Merci à vous, Christian Kalonji, pour toutes ces précisions. Je vous en prie, Bédrine Kenge. Et à vous tous, merci de votre fidélité à votre chaîne. L'actualité reste incontinue.